et vous partagez le diaporama portant sur la stratégie conventionnelle de placement. Alors, ce diaporama-là est un diaporama que j'ai fait qui contient le résumé des notions que j'ai apprises sur les placements lors d'un cours que j'ai suivi, un cours de niveau collégial qui s'appelait « Placement des particuliers », un cours de 45 heures qui était offert à l'éducation des adultes il y a plusieurs années dans mon coin à moi. Et c'est le même cours qui était donné aux planificateurs financiers là, qui s'inscrivent, qui étaient inscrits au certificat là, de placement ou de conseil financier, de certificat en conseil financier. Alors donc, c'est un cours de niveau collégial qui était donné par un prof qui était en même temps un directeur de compte chez Desjardins. Alors donc, on a reçu beaucoup d'informations qui étaient fort intéressantes et je voulais vous les partager, du moins un résumé, pour que vous puissiez voir si la stratégie que vous utilisez pour choisir vos placements et effectuer vos placements, comment elle se compare par rapport à la stratégie conventionnelle qui est enseignée aux planificateurs financiers et aux conseillers financiers. Alors, vous allez voir si c'est la même chose ou s'il y a des différences. Par contre, je dois vous avouer que dans ce diaporama-là, j'ai rajouté des éléments qui n'étaient pas enseignés à ce moment-là, que je juge logique de renseigner, d'ajouter dans une stratégie conventionnelle de placement, mais qui n'étaient pas incluses dans la formation qu'on a reçue. Alors, surveillez ça et après coup, je pourrais vous indiquer quels sont les éléments que j'ai rajoutés qui n'étaient pas inclus. On pourra en discuter. Alors, je démarre le diaporama. C'est un diaporama qui dure 16 minutes. Stratégie conventionnelle de placement. Ce diaporama présente une stratégie conventionnelle de placement basée sur les éléments enseignés dans les cours de base portant sur les placements. Il s'agit essentiellement d'un processus de suivi de l'économie, du secteur financier et des résultats obtenus. La stratégie de placement que nous utilisons influence de façon importante le rendement de nos placements. Certaines personnes s'en remettent à leur conseiller financier, tandis que d'autres transigent tous les jours à la bourse. La stratégie proposée ici se situe entre ces deux extrêmes. Une stratégie conventionnelle de placement comprend 6 éléments clés. Premièrement, établir et réviser son profil d'investisseur. Deuxièmement, comprendre le fonctionnement du secteur financier. Troisièmement, diversifier ses placements. Quatrièmement, choisir soigneusement ses titres de placement. Cinquièmement, réviser ses placements régulièrement. Et sixièmement, si possible, ajuster son portefeuille selon l'évolution des cycles boursiers. Le profil d'investisseur est établi par un conseiller financier au moyen d'un questionnaire qui passe en revue notre situation, nos besoins et nos connaissances en matière de placement. Il permet de déterminer notre horizon de placement, notre seuil de tolérance au risque, la proportion de placement à revenus fixes et à revenus variables, la répartition des placements entre les types de comptes, ainsi que le niveau de support requis de notre conseiller. Le profil d'investisseur devrait être révisé lors de changements importants dans notre vie. Naissance, décès du conjoint, séparation, divorce, changement d'emploi, transition vers la retraite, déménagement, maladie grave, etc. Pour faire des choix éclairés, il est important de connaître les caractéristiques des produits financiers et le vocabulaire spécialisé. Il faut suivre l'évolution des marchés qui sont influencés par des facteurs économiques, politiques, réglementaires, technologiques et environnementaux. Il faut aussi être en mesure d'identifier les opportunités, les menaces, les tendances et savoir comment réagir. Une abondante documentation spécialisée est disponible. Des bulletins, des revues,
des émissions de radio et de télévision, ainsi que des sites Internet spécialisés, diffusent des analyses et des articles qui nous aident à y voir clair. Des conférences et de la formation en ligne sont également offertes par des institutions financières. La diversification des placements permet de répartir le risque entre plusieurs titres de placement. On peut diversifier ces placements selon 4 axes, par type de produit, par niveau de risque, par secteur d'activité économique et par région du monde. Choisir un titre de placement n'est pas un geste banal. Il porte à conséquence à long terme. Chaque placement contribue à notre niveau de vie, à la réalisation de nos projets et à notre sécurité financière. Pour choisir le type de placement qui correspond à nos objectifs, il faut connaître les catégories de placement, leurs caractéristiques et les risques qui y sont associés. Le tableau suivant présente une classification des catégories de placement selon le type de revenus qu'ils génèrent, les titres à revenus fixes et les titres à revenus variables. Les principaux titres à revenus fixes sont les certificats de placement garantis, les obligations, les hypothèques et les débentures, tandis que les actions et les produits dérivés constituent des titres à revenus variables. Les titres de placement peuvent aussi être regroupés dans des ensembles composés, les fonds communs de placement et les indices boursiers. Pour en savoir davantage sur les familles de placement, leurs catégories et les risques qui y sont associés, on peut consulter la section Épargne et placement du programme de formation en littératie financière publié sur le site Internet de l'Agence de consommation en matière de finances personnelles du gouvernement du Canada. Lors du choix d'un titre de placement, on peut considérer 4 facteurs: le rendement, la solvabilité de l'émetteur, le contexte et le positionnement du titre dans notre portefeuille. Une bonne pratique consiste à consulter et à comparer le rendement de plusieurs titres. Le rendement est publié sur Internet et dans des documents comme par exemple les rapports annuels et les documents promotionnels. Mais le rendement n'est pas la seule balise à considérer dans le choix d'un titre. En effet, les conseillers financiers rappellent à leurs clients que, dans le cas des titres à revenus variables, le rendement passé n'est pas garant du rendement futur. Les gouvernements et les entreprises émettent des titres de placement pour financer leurs activités. Ainsi, les titres à revenus fixes représentent des titres de dette, tandis que les actions représentent des titres de propriété. Plus la situation financière de l'émetteur est fragile, plus le titre est risqué. Il faut donc vérifier la solvabilité de l'émetteur avant d'acheter un titre et suivre la situation financière des entreprises dont on détient les titres de placement. Le secteur d'activité économique, le contexte réglementaire, technologique et politique au moment où l'on fait ces transactions ont aussi leur importance. Comment ce secteur, le titre considéré et l'économie en général évolueront-ils au fil des mois et des années? Le contexte est-il favorable, neutre ou défavorable? Lorsqu'on achète ou on vend un titre de placement, la composition et la répartition des placements de l'ensemble du portefeuille changent. Il faut veiller à rééquilibrer la proportion des titres à revenus fixes et à revenus variables de façon à ne pas trop s'écarter de la répartition des placements prévus dans notre profil d'investisseur. Il faut aussi se rappeler que la solvabilité de l'émetteur des titres influence le niveau de risque de l'ensemble du portefeuille. Voici quelques suggestions qui peuvent être appliquées par l'investisseur raisonnable. Premièrement, évitez de se laisser influencer par les promotions, les modes, le hasard et tout ce qui bouge. Deuxièmement, choisir des placements conformes à son profil d'investisseur et de façon réfléchie.
Troisièmement, pour la majorité de ces placements, privilégiez les titres qui, dans le passé, ont donné de bons rendements sur une base régulière. Et quatrièmement, limitez la proportion plus risquée de son portefeuille. Celle-ci ne devrait pas compromettre notre sécurité financière ni la qualité de notre sommeil. Pour améliorer le rendement de ces placements, une révision périodique, par exemple annuelle, est primordiale. L'analyse du rendement passé de ces placements est à la portée de tous. Lorsqu'on évalue le rendement d'un placement, on utilise habituellement comme indicateur le taux de rendement annuel. Les placements qui ne donnent pas le rendement attendu après 2 ans devraient sérieusement être questionnés, surveillés de plus près et peut-être même remplacés. Un exemple d'analyse du rendement d'un titre boursier à l'aide des données disponibles sur le site de Morningstar est présenté dans l'article 14 du blog consacré au calcul du rendement des placements. Compte tenu de l'évolution constante des marchés, il est nécessaire de faire un suivi de ces placements à revenus variables. Mais quel niveau de suivi voulez-vous et pouvez-vous faire? Quel est votre intérêt et quelle est l'énergie que vous êtes prêt à consacrer au suivi des marchés et de vos placements? Quel niveau de connaissance avez-vous pour déceler et interpréter correctement les signaux des marchés? Savez-vous quelles modifications apporter à vos placements pour limiter les pertes? Quelle est votre capacité à réagir rapidement aux soubresauts des marchés financiers? Avez-vous besoin d'un conseiller ou pouvez-vous procéder aux changements appropriés par vous-même? On doit se poser toutes ces questions si on veut réagir correctement aux soubresauts des marchés financiers. L'économiste en chef chez Industrielle Alliance, M. Clément Gignac, invité à l'émission RDI Économie, diffusée sur les ondes de RDI le 5 février 2018, a rappelé que depuis la Deuxième Guerre mondiale, on a assisté à une soixantaine de corrections boursières de 10% et plus, et à 13 chutes boursières de 20% et plus. Comment réagirez-vous au prochain soubresaut des marchés financiers? Dans les prochaines diapositives, nous verrons que 2 voies sont possibles. Ne pas réagir au soubresaut boursier ou y réagir de façon précoce. Il vous appartient d'évaluer la stratégie à adopter selon votre situation, vos objectifs, vos connaissances et selon le niveau de risque avec lequel vous êtes confortable. Votre sécurité financière à long terme en dépend. Quel rendement peut-on espérer de ces placements? Le site Internet The Economist a publié un article portant sur une étude longitudinale du rendement des placements couvrant la période de 1870 à 2015. Cette étude révèle que les placements immobiliers et les actions cotées en bourse obtiennent de meilleurs rendements que les obligations et les certificats de dépôt. Sur le long terme, il y a donc un net avantage à privilégier les actifs immobiliers et les actions plutôt que les placements en revenus fixes comme les certificats de dépôt garantis et les obligations. Daniel Pilon, un comptable professionnel agréé, a produit plusieurs capsules vidéo qui sont disponibles sur YouTube et accessibles sur le site Internet du SFPQ. Dans la capsule intitulée « Les 5 pires erreurs en finances personnelles », M. Pilon recommande d'éviter les extrêmes en matière de placement. Ainsi, il suggère d'éviter les certificats de placement garantis à cause de leur faible rendement et d'éviter les placements à haut risque qui promettent des rendements mirobolants. Selon lui, les fonds communs de placement de type équilibré représentent un meilleur choix car ils permettent généralement d'obtenir un rendement plus intéressant à long terme.
Dans une autre capsule intitulée « Formule d'investissement simple pour les vieux », Daniel Pilon propose d'ajuster la répartition de ses placements en fonction de l'âge. Selon lui, plus on avance en âge, plus la proportion des titres à revenus fixes devrait augmenter. Ainsi, à 65 ans, 65% de la valeur de son portefeuille de placement devrait être composé de titres à revenus fixes. Dans une capsule intitulée « Analyse des 3 cracks boursiers américains », M. Pilon souligne que les 3 derniers cracks boursiers ont été précédés d'une hausse spectaculaire des indices boursiers. Il précise que lors du crack de 1987, les indices boursiers ont dégringolé d'environ 28% et il a fallu 2 ans au marché boursier américain pour revenir à son niveau antérieur. Lors du crack de 2001, la dégringolade a été d'environ 32% et il a fallu 5 ans pour s'en remettre. Lors du crack de 2008, l'effondrement a été d'environ 47% et il a fallu 6 ans pour s'en remettre. Lors de l'enregistrement de sa capsule à l'automne 2017, M. Pilon observe une autre hausse spectaculaire des indices boursiers, ce qui, selon lui, est annonciateur d'une autre crise boursière. Il recommande donc à ses clients d'adopter une stratégie d'investissement plus prudente, c'est-à-dire de réduire la proportion des titres boursiers dans leur portefeuille de placement. Selon M. Pilon, malgré les crises boursières, les titres boursiers ont un rendement positif à long terme. Cependant, avec des connaissances appropriées et un suivi attentif des cycles économiques et des marchés boursiers, il est possible de réduire les pertes subies pendant les crises boursières si on diminue la proportion des titres à revenus variables juste avant les crises. Pour les personnes qui ne font pas un suivi serré des cycles et des marchés, il faut éviter de vendre ses placements à risque pendant un effondrement boursier. En terminant, voici à nouveau les éléments clés d'une stratégie de placement. Premièrement, établir et réviser son profil d'investisseur. Deuxièmement, comprendre le fonctionnement du secteur financier. Troisièmement, diversifier ses placements. Quatrièmement, choisir soigneusement chacun de ses placements. Cinquièmement, réviser ses placements régulièrement. Et sixièmement, si possible, ajuster son portefeuille selon l'évolution des cycles boursiers.